Il n'y a jamais eu autant de possibilités, sans être financé, d'entreprendre. Après, il y a beaucoup de gens qui vont te dire oui, mais il faut avoir l'idée, etc. Alors, bof. Globalement, faut trouver ce dont les gens ont besoin, mais du coup, faut être à l'écoute, faut être attentif. Faut pas juste avoir une idée de génie, tu vois, faut itérer, etc. Bonjour à tous, bienvenue chez Innovation Leaders, le podcast de la communauté Together by Tech, propulsé par Equiden, qui a pour objectif de vous inspirer et vous donner des tips pour une meilleure utilisation de la tech au service de votre performance personnelle, de celle de votre équipe ou encore celle de votre organisation. Vous retrouverez toutes les notes de ce podcast sur notre site togetherbytech.com. D'ici là, bonne écoute. C'est une boîte assez confidentielle encore, mais dont le potentiel est immense. Un projet récent, enfin relativement récent, que j'ai eu envie de vous partager parce que, en fait, c'est un projet qui m'a plu dès le moment où je l'ai vu. Je le trouve, d'un point de vue esthétique, assez beau, dans son histoire assez attachant, et par son design déjà, ses fonctionnalités ensuite, et l'histoire du projet qui, je suis sûr, saura aussi attirer votre attention. On va parler de remote, de new way of working, de création de marque, d'incubation, de traction. On va parler de café, une boîte qui colle à son époque, et que je suis assez content de pouvoir décortiquer avec Tom Nguyen, qui est cofondeur de cette petite pépite qu'est Café. Salut Tom, et merci de venir au micro d'Innovation Leaders. Salut Geoffrey, avec plaisir, toujours ravi de participer. Eh ben c'est cool. Moi, j'ai envie que tu participes à fond et que tu nous partages un peu ton expérience. Ce qui m'intéresse dans cet échange, c'est d'essayer de capter au maximum, on va dire, de me mettre dans tes yeux, c'est un peu ambitieux, mais de me mettre dans tes pompes, de comprendre le parcours par lequel t'es passé, de comprendre comment tu fais tes choix aujourd'hui, de comprendre ton quotidien, et que tu nous partages un peu ta vision de CEO, de cofondeur d'une startup assez nouvelle qui a une belle traction dans un univers. On verra si c'était le tien ou pas, mais que je trouve que tu t'es approprié. Alors c'était peut-être ton univers et tu viens de ce monde-là, mais je trouve que tu t'es vachement approprié cet univers du monde du SaaS, du monde de la Startup Nation en plus international. Et j'aimerais bien que tu nous partages un peu de cette expérience-là et qu'on comprenne un peu les codes qui sont les tiens aujourd'hui. Ben écoute, avec plaisir, clairement. Je viens d'un monde qui est pas forcément celui du B2B ou du sales ou de l'enterprise, etc. Mais avec plaisir, ouais, pour te partager mes retours sur cette expérience. Bah cool. Et au niveau de ton job, avant qu'on parle de café et de ton expérience d'entrepreneur, tu peux nous dire un mot sur qui tu es et ce qui t'a amené à, pas forcément à monter café parce que c'est pas ton premier essai, mais en tout cas qui t'a amené au monde de l'entrepreneuriat dans le monde du SaaS. Ouais, bah écoute, moi j'ai un parcours plutôt ingé à la base, donc j'ai fait une école qui s'appelle Epitech, j'ai appris à coder et je pense qu'on est assez tôt en fait un peu mis dans le bain de construire, de faire des choses, d'essayer de chercher de la valeur et d'innover, en tout cas de trouver de nouvelles manières de faire pour disrupter, on va dire certains marchés ou certains usages. Et très rapidement, je tombais dans le product management. Donc, j'ai fait plusieurs expériences en tant que salarié. Et puis, j'ai eu l'occasion d'entreprendre en 2017 en montant une boîte avec des amis à moi de ma promo, qui étaient tous des étudiants d'Epitech. Et c'est un peu arrivé comme ça. C'était pas vraiment prévu. J'ai pas cherché à entreprendre particulièrement. Donc, c'est quoi le délire? C'est un projet de boîte qui a switché sur un vrai projet entrepreneurial ou c'est un truc où vous êtes réunis après les cours qui arrivaient en parallèle des cours? Ouais, c'est plutôt ça. On était sortis d'études, tu vois, mais c'est plutôt un projet, un week-end, genre un MVP où on était tous en poste et on s'est dit, ok, bah il y a tel truc qui nous chauffe bien, on va voir ce que ça donne. Et puis on a été un peu dépassé. Il y a eu une bonne traction très rapidement sans qu'on le mette spécialement en avant. C'était purement organique et on s'est focus dessus du coup et on a tous quitté notre job pour rejoindre l'aventure en full time. Il raconte un peu. Donc ça, c'est Askip dont on parle. Ouais. Ok. C'est quoi l'idée, peut-être le positionnement ou la vision ou le pain auquel vous répondiez et quel a été ce projet d'Askip? Combien de temps il a duré? Donc c'était fin 2017. Donc Askip, c'était une application mobile pour les moins de 25 ans de feedback anonyme où on allait pouvoir se poser des questions et répondre de manière totalement anonyme via des stories Snapchat. Et l'idée c'était dans une logique totalement B2C, c'était que entre jeunes, entre utilisateurs. Okay. L'idée c'était d'avoir le côté cru, sans filtre et réel de Snapchat, mais avec le côté réseau d'Instagram. Et donc de pouvoir faire des nouvelles rencontres, de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes qui avaient
des centres d'intérêt en commun, mais sans tout le côté shiny d'Instagram où tout est trop beau, tout est beaucoup trop calculé, et il manque un peu ce côté backstage qu'on retrouve sur Snap. Donc ouais, ça c'était fin 2017. On était quatre donc du coup sur le produit, et en 3 semaines, on a tous quitté notre job pour se focaliser Et là-dessus. qu'est-ce qui fait que tu te rends compte qu'il y a de quoi quitter son job? C'est le nombre d'utilisateurs ou c'est l'envie d'y aller? Qu'est-ce qui vous a fait En fait, passer la seconde? en quelques semaines, on atteint les 50 000 téléchargements alors qu'on n'a fait aucune communication. C'était vraiment, c'était inattendu. On savait vraiment pas que ça allait prendre cette ampleur-là. Et donc on se retrouve, voilà, on a tous 24, 25 ans, on est en poste, mais on se dit, ok, il y a un truc qui est en train de se passer, c'est en train de nous dépasser. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc là, on commence à discuter avec d'autres entrepreneurs, de comprendre ok, comment ça fonctionne. Tout de suite, on nous parle, ok, allez lever des fonds, et nous on n'y connaît rien. Tu vois, on n'a jamais fait un pitch deck dans notre vie. On sait même pas ce que c'est un equity round. On sait pas ce que c'est que en vrai, on a déjà entendu le mot business angel, mais on n'a pas de connaissance de ce truc-là, tu vois. On est outsider complet. Et en fait, on se retrouve à lever globalement 1 million d'euros en 3 semaines avec Et, un tour oversubscribe directement. et les contacts, tu les trouves où concrètement? T'es passé par l'école ou par des potes de potes? Enfin, tu sollicites Non, ces gens-là comment? bah, on s'est fait contacter en fait principalement sur le réseau social. Du coup, sur Askip, Ah oui, ok. on a reçu des messages. Puis après, ça a été très vite. Il suffit de parler avec une personne qui t'introduit à 5, les 5 t'introduisent à 15. Enfin bref, c'est snowball directement. Donc voilà, ça s'est passé assez vite, plus vite que ce qu'on aurait pu espérer. Enfin, en vrai, on n'espérait rien, tu vois, mais ça s'est fait vraiment en un claquement de doigts, quoi. Et toi, t'avais quel rôle dans ce projet? Moi, dans ce projet-là, j'étais CPO, donc j'étais en charge du produit. Ok. Euh, alors, tu vois, même ça, c'était pas clair, tu vois. Genre, c'est moi qui ai géré la Oui. levée de fonds, alors qu'à la base, j'étais en charge du produit. Enfin, les rôles étaient, on était jeunes et on n'avait jamais fait ça avant, tu vois, first time founder, donc on comprend pas trop et on se distribue les rôles. Voilà, le CEO, il était vraiment plus dans la partie production vu qu'il faisait, il faisait du dev, etc. Et donc on s'est distribué les rôles comme ça venait, tu vois. Mais il n'y a pas eu du tout de recul sur qui fait quoi et pourquoi, juste on fait quoi. Ok. Et là, ça vous amène jusqu'où cette histoire? Parce qu'aujourd'hui, tu es chez Café, donc il y a un moment donné où tu l'as quitté. Ça a duré combien de temps? Et quelles ont été les étapes un peu d'Askip? Ça a duré un peu plus d'un an et demi. Histoire drôle, on s'est focalisé à fond sur la croissance et la rétention en oubliant un peu la partie safety, parce que donc du coup on est sur une app de moins de 25 ans et où très rapidement bah il y a des contenus qui sont postés qui sont considérés comme pas safe. Donc on commence à travailler un peu sur cette problématique de pouvoir taguer des utilisateurs qui ont enfreint des règles, de pouvoir geler des contenus, de pouvoir bannir des personnes, etc. Sauf on se fait striker, donc on se fait bannir de l'Apple Store pendant plusieurs mois, ce qui nous met pas mal en position difficile, tu vois, parce Ouais. que du coup ça veut dire qu'on peut pas recréer d'usage et d'acquisition. Enfin, ça nous a vraiment gelé. Et en fait, basé sur ça, on s'est rendu compte qu'on avait créé un truc qui nous avait un peu dépassé, tu vois, où on savait pas réellement, on n'avait pas une vision commune tous ensemble de où on devait aller. Et bah, quand il y a le premier grain de sable dans la machine, on se rend compte qu'en fait, on n'était pas vraiment aligné sur bah, que faire en cas de problème, parce que jusqu'ici, tous les feux étaient au vert, on pouvait aller exactement où est-ce qu'on, enfin, on pouvait aller partout parce que tout était vert, tu vois. Et quand on s'est rendu compte de ça, long story short, on a rendu l'argent qu'on avait levé. Il restait un peu plus de 60% de la somme. On l'a rendu aux investisseurs parce qu'on n'était pas sûr de où aller avec cet argent. On avait en plus des problématiques derrière de rétention, de monétisation. Enfin, c'était un peu compliqué. Et donc ça a duré donc à peu près un an et demi. Et donc moi, je crée Café en 2020, donc 3 ans plus tard, avec mon grand frère cette fois-ci, où on n'est que deux. Et voilà. Attends, et avant de parler de Café, donc personne ne décide de reprendre Askip. Le projet ferme. Fermé. Ouais. Ok, parce qu'il n'y a pas un fit non plus entre l'équipe Founder qui donne envie de repartir et de prendre le sujet, de se reposer des questions que vous avez peut-être pas abordées dès le départ. Donc là, tout le monde se met d'accord pour quitter le navire. Ouais, c'est Ok. ça. En fait, on s'est dit plutôt que de vouloir patauger ou alors vraiment d'essayer de faire quelque chose où on n'a pas cette intime conviction. Tu vois, c'est pas, on n'avait pas un master plan quand on a créé ce projet et ce produit. On s'est pas dit voilà, on va faire X, Y et Z pour atteindre tel endroit. Ça s'est fait un peu tout seul, de manière totalement organique. Et donc du coup, bah, il n'y avait pas vraiment de stratégie ou de vision très long terme. Et on s'est dit plutôt que de passer 12, 18, 24 mois à complètement patauger et à globalement, enfin, tu vois, vu qu'il y avait quand même pas mal de problématiques en cours, bah,
cramer du cash et du temps qu'on pourrait mettre à bon escient pour autre chose. Et puis voilà, on s'est rendu compte qu'on n'était pas forcément alignés sur où aller. Tu vois, c'est un peu compliqué quand tu es un peu tiraillé, des personnes qui pensent qu'il faut aller à gauche, à droite, alors qu'en fait, c'est juste qu'on n'en avait jamais parlé. Parce que quand tout va bien, il n'y a pas de raison de se poser ce genre de questions, tu vois. Donc on a préféré remettre la balle au centre. Ok, écoute, c'est tout à ton honneur. En tout cas, les investisseurs ont dû être surpris. Je sais pas si ça arrive souvent, ce genre de cas. Et qu'est-ce que tu fais entre café, parce qu'il y a du temps qui s'écoule entre café et Askip. Ouais, tu bosses, tu voyages, Non, j'ai fait une expérience en tant que freelance au tout début, enfin qui devait être que du freelance, chez Sibel, qui est une application de contenu audio, donc de séries à écouter. Encore une fois, B2C, mobile, donc vraiment, du coup c'est pas du social, tu vois, c'est entertainment, c'est du média. Et donc ça pendant 1 an et demi, où je rencontre en fait professionnellement mon grand frère, avec qui j'ai cofondé Café. Et je dis rencontrer professionnellement parce qu'en fait on n'a jamais bossé ensemble avant. On sait pas à quel point on aime bosser ensemble et à quel point on est efficace, tu vois. Et donc lui il prend la tête, donc il est CTO, il prend la tête de la tech. Et donc moi j'étais toujours CPO chez Sibel. Et on se rend compte qu'en fait ça match et qu'on a envie de monter un truc ensemble. Ton frère était chez Sibel aussi. Ouais. Donc là c'est là où tu dis que vous commencez à bosser ensemble. D'accord. Bien. Et l'idée de Café naît comment? En vrai, de vrai, chez Sibel, dans le sens où on est confiné pendant 3 mois, on a envie, au moment où on est déconfiné, de retourner au bureau. On a envie de se rencontrer, tu vois. On a une équipe où on avait vraiment tissé des liens forts. On veut retourner 1 ou 2 fois par semaine, on sait pas quand. Et on n'a aucune idée de qui sera là quel jour et est-ce qu'il y a de la place au bureau. Donc on se dit, ok, on va faire un bot sur Slack ou alors on va faire un fichier Excel. Ça marche pas. Du coup, on se dit, on va pas être les seuls à avoir cette problématique-là. Posons la question à d'autres personnes. Et en fait, on se retrouve à faire une espèce de grosse user research pendant tout l'été 2020, poser la question à plein de gens et à se rendre compte que on a posé la question à 100 boîtes différentes. Et sur les 100 boîtes, il y en a 99 qui ont la même problématique. Bon. On ne sait pas qui est au bureau. On ne sait pas combien de places sont disponibles ou pas. Et j'ai aucune idée de si je veux venir un jour, quel est le meilleur jour pour moi pour venir. Et donc là, l'idée était là. Et là, vous vous dites, on se lance. C'est ça, on a fait globalement donc sur 100 interviews, on identifie vraiment quels sont les problèmes les plus récurrents. On fait 2 semaines de dev sur un MVP, donc une app mobile vraiment simplissime, uniquement mobile, même pas web, et on la met entre les mains de 5 boîtes dès fin août 2020. Ok. Le retour, positif? Le retour était plutôt positif, mais ce qui nous a surtout interpellé, c'est que nous, on pensait réellement que ce produit-là qu'on allait mettre à disposition, il allait être gratuit et genre à vie, tu vois. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce qui fait qu'on fait une boîte et pas un fichier simple? Et en fait, c'est que en 2 semaines, on passe de 5 bêta testeurs, 5 boîtes, à 15 en bouche à oreille. Et on se dit, ok, en fait, il y a beaucoup plus de boîtes que ça qui ont cette problématique, qu'on se paye. Et c'est surtout que je crois que c'est au bout d'1 mois et demi, genre octobre ou novembre, on a la première boîte qui nous dit, ok, j'ai besoin de ça. Quand est-ce que ça peut être prêt? Combien ça coûte? Et en fait, nous, on pensait qu'on était en train de faire un produit gratuit, qu'on allait juste mettre à disposition de tout le monde pour régler un pain et par-dessus vendre d'autres features. Mais en fait, cette feature-là était nettement suffisante en termes de pain pour que les personnes aient envie de l'acheter tout de suite. Ok. Et donc là, tu passes dans un business model plus que dans un modèle open source, coup de main à la communauté, quoi. C'est ça. Et donc, pour revenir sur ce qu'on disait au début, ni moi ni mon frère, on n'a jamais fait de B2B avant. On a fait que du B2C, surtout mobile consumer et même plutôt social, tu vois. Et donc, du jour au lendemain, on se retrouve avec, c'est quoi en fait vraiment du SaaS B2B? Enfin, ok, on va aller regarder les best practices, on va essayer de parler avec un maximum d'entrepreneurs pour comprendre, tu vois. Mais on n'a aucune idée de comment ça fonctionne, tu vois. On ne connaît pas les rouages, on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne. Et justement, si tu devais lister, parce que c'est un sujet que je voulais aborder avec toi, cette différence B2C, B2B, toi, tu as abordé les deux mondes. Si tu devais fondamentalement décrire, je sais pas, les différences d'approche peut-être qu'on doit avoir dans une approche B2B versus le B2C. Alors, je pense être pas la bonne personne pour donner un avis concret, dans le sens où je crois qu'on a essayé d'utiliser en B2B tout ce qu'on connaissait du B2C, donc d'appliquer vraiment ce qui pour nous avait l'air d'être le plus logique, parce qu'on a une réflexion de faire des apps mobiles pour n'importe quel utilisateur. Donc notre logique, ça a été de faire un produit
qui puisse parler à n'importe qui. Et tu vois, même dans notre positionnement, aujourd'hui, dans ce qu'on fait avec Café, c'est plutôt à destination des employés que des admins ou que des C-level. Donc, on avait encore une fois trouvé un peu ce B2B2C, entre guillemets, de toujours adresser notre message et notre proposition de valeur à des employés plutôt que à des managers ou quoi que ce soit. Oui, Et mais en donc, je fait, pense, c'est finalement peut-être eux, tes prescripteurs, enfin, c'est tes utilisateurs. Et donc, est-ce que tu peux nous rappeler le positionnement de Café, gestion des bureaux? J'imagine que vous avez rajouté un certain nombre de services autour ou de fonctionnalités. Peut-être, tu as déterré d'autres pains. Enfin, est-ce que tu peux nous synthétiser quel est le positionnement de Café aujourd'hui? ouais. Café, donc nous, on a une solution pour aider les entreprises à gérer le modèle hybride. Donc, on va pouvoir te dire qui est-ce qui est au bureau, mais aussi qui est-ce qui est en télétravail ou alors qui est-ce qui travaille depuis un coworking ou un café. L'idée, c'est que on va avoir une partie du produit qui va se focaliser sur l'optimisation de l'espace des bureaux, les jauges, et pouvoir faciliter du coup les rotations pour pouvoir se rencontrer au bureau. Mhm. Mais en fait, il y a une grosse partie, en fait, le nerf de la guerre qui est un peu caché, c'est comment faire en sorte que les entreprises elles puissent mettre en place une culture du travail hybride qui ait du sens, où les gens vont pouvoir se rencontrer et donc vont pouvoir mieux collaborer et mieux sociabiliser. Et en fait, la problématique, elle n'est pas dans optimiser l'espace. La problématique, selon nous, elle est vraiment dans comment est-ce que je réussis à faire en sorte que les gens se rencontrent facilement, sans friction, pour passer du temps ensemble. Ok. Et justement, et tu t'adresses on parlait des prescripteurs, parce que c'était ça la question à la base, mais toi, tu vends à qui ce genre de service-là? Est-ce que tu t'adresses aux ressources humaines, tu t'adresses je sais pas, aux office managers ou plutôt aux employés pour vendre ta solution aujourd'hui? Nous, on a clairement donc plusieurs propositions de valeur différentes. Celle qui a le plus de sens pour nous, déjà, c'est la proposition de valeur pour les employés. Donc, c'est que n'importe qui, lorsqu'il va arriver sur Café, il puisse avoir de la visibilité, savoir qui est où et facilement organiser sa semaine. Après, derrière, bien sûr, on apporte aussi de la valeur aux managers et aux C-level. Donc, c'est plutôt les équipes. Donc, comme tu l'as dit, alors en France, ça va être Office Manager, HR. Mais par exemple, tu vois, dans des cultures anglo-saxons, on va parler de Workplace Experience Manager ou Employee Experience ou même Culture. Tu vois, il y a vraiment littéralement des personnes qui sont des managers, Culture Managers. Tu vois. Et nous, c'est plutôt avec eux qu'on va parler parce que bah voilà, ils ont à cœur le fait d'apporter une expérience pour les collaborateurs qui soit complète, sans friction et simple. Et du coup, bah, dans l'expérience collaborateur, il y a aussi le fait de pouvoir collaborer. Et donc, qui dit collaborer, dit aussi sociabiliser, passer du temps, se rencontrer dans un monde où tout aujourd'hui se passe en visio, sur Zoom. Si toi et moi, on fait 3 jours de télétravail par semaine, il est possible que ad vitam aeternam, on se rencontre plus jamais. Et là, tu as un C'est quand impact même culture horrible, tu vois. fort. Ouais. Ok. Et raconte-moi, entre octobre 2020 et finalement début 2022, il s'est pas passé beaucoup de temps, un peu plus d'un an, et pourtant, il s'est passé un paquet de trucs. Tu peux nous raconter un peu à quel moment tu prends le projet au sérieux en te disant on y va, on se lance, c'est une boîte. Est-ce que tu rappelles tes anciens investisseurs de l'époque ou pas? Enfin voilà, raconte-moi un peu toutes ces étapes-là et comment tu mets en place cette boîte et cette marque sur pied. Alors, donc octobre 2020, on est toujours deux, c'est Arthur et moi. On est globalement, on est totalement bootstrap. On vit sur nos finances. Et en fait, fin novembre, il y a un reconfinement en France, ce qui fait que tous nos utilisateurs ne peuvent plus vraiment tirer de valeur de café. Et donc là, ça nous sonne une première alarme de OK, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on sort des fonctionnalités pour des teams qui sont virtuels, mais c'était pas du tout aligné avec notre vision. Nous, on voulait vraiment pas ça, tu vois. Ça faisait un peu pansement, un peu patchwork, et ça nous allait pas trop. Ou alors, est-ce qu'on cherche des utilisateurs à l'étranger? Du coup, on a pris la deuxième option. On a commencé à contacter dans tout notre réseau et de chercher des entreprises qui étaient sur un modèle hybride en Asie, aux États-Unis, dans les pays d'Amérique latine. Et en fait, au fur et à mesure des discussions, à chaque fois, on sent qu'il y a un intérêt pour ce qu'on est en train de construire. Mais que soit les pays sont fermés, donc les gens sont reconfinés, soit alors ils ont jamais été déconfinés ou ce genre de choses, tu vois. Et de fil en aiguille, on se retrouve en fait à avoir plein de business angels qui sont super chauds de nous accompagner et qui veulent nous faire accélérer parce qu'ils sentent que il y a un truc de timing et que globalement, il faut qu'on accélère pour construire le meilleur produit possible. Tu vois. Donc on se retrouve en fait en décembre 2020 à lever un peu malgré nous, dans le sens où nous, on était prêts à continuer d'être bootstrap, on avait de l'argent de côté pour vivre sur nos finances perso, tu vois.
Et de fil en aiguille, on se retrouve à parler avec vraiment des gens qui sont super intéressants pour nous, même parce que c'est vraiment des expertises marché, tu vois. Donc, on a un fonds d'investissement américain qui est dédié consumer à la base, plutôt mobile, mais qui comprend notre problématique B2B et qui veut nous pousser. Et tu as un autre fonds français qui est l'un de mes investisseurs passés de chez Askip. Donc on reboucle la boucle et on repart ensemble en fin 2020. Assez drôle, on a aussi du coup une dizaine d'angels qui nous suivent. Et donc en gros, on lève 1 million de dollars fin décembre donc 2020. Mais il faut toujours du coup maintenant qu'on enclenche sur la prochaine step, tu vois, parce que ok, on est déconfiné, il y a pas mal d'allers-retours, les entreprises savent pas trop comment se positionner, elles veulent pas forcer les gens à revenir au bureau parce que c'est pas safe, mais en même temps elles veulent reprendre un rythme qui leur convient. Et donc nous on itère là-dessus jusqu'à mai, donc en gros entre janvier et mai. Donc on est financé, on a de l'argent, on itère sur le produit et on finit notre bêta en gros. Donc on a fait 9 mois de bêta quasiment au total et on finit donc cette phase de bêta en mai avec un lancement sur Product Hunt qui se passe super bien parce que du coup on finit premier de la journée. Enfin nous on s'y attendait pas vraiment. On savait qu'on était en train de surfer sur un peu un sujet dont tout le monde parlait, tu vois, mais on s'attendait pas forcément à cet accueil. Et c'est à ce moment-là en fait où on se rend compte que en fait les gens ont vraiment besoin d'une solution comme ça et où on comprend aussi que c'est pas que la partie Office qui est importante, mais surtout la partie social, parce que c'est sur cette partie-là de notre produit que les gens passent le plus de temps et qui sentent une réelle différence avec les autres produits sur le marché. Des équivalents de Slack ou de Teams ou des choses comme ça. Il y a, en vrai, on a été beaucoup comparé à plein de types d'outils, dont des outils de desk booking qui sont une industrie qui existait pré-Covid, tu vois, donc au même titre que je vais réserver une salle de réunion, je vais pouvoir réserver un desk pour la journée, qui sont vraiment du pur office management software, tu vois. Et donc, ouais, il y a pas mal d'outils, mais qui sont plus de la gestion que réellement un outil qui est focus sur la partie social et culture. Et l'impact culture de ces utilisateurs. Ok, et c'est là où vous occupez le terrain. On n'a pas mentionné YC, donc Y Combinator, l'incubateur par lequel t'es passé. Ça, c'était... Comment t'arrives chez eux? C'est un des investisseurs ou c'est toi qui as postulé? Enfin, parce que jusqu'ici, il y a beaucoup de choses qui se sont faites par hasard. Donc, YC, faut postuler. Ouais. Donc, et c'est toi qui as fait la démarche ou on l'a fait pour toi? Non. Alors, c'est drôle. Nous, on postule l'été 2020, donc au tout début, quand il y avait rien, quand on était en pleine user research, on se fait recal comme jamais. Ils nous disent non, mais vous êtes fous, ça va jamais marcher ce que vous faites. Personne n'a besoin de ça, c'est une app Slack globalement. Ils nous ont pas dit ça, mais c'est ce que ça voulait dire. Enfin, en tout cas, nous c'est comme ça qu'on l'a pris, tu vois. Et on s'est dit ok, c'est pas grave, on trace notre route. On n'a pas été pris, c'est pas grave, tu vois. Et donc on fait ces 9 mois de bêta. Et en fait, le lendemain de Product Hunt, où on finit premier, t'as un de nos invests qui nous dit vous devriez reconsidérer YC parce qu'en vrai il y a peut-être un bon timing à jouer là maintenant pour être pris pour le batch de cet été, tu vois. Et donc on repostule. Donc la candidature YC, c'est un long formulaire super bien foutu où tu dois répondre à un tas de questions. Et en fait, on repostule, on se rend compte que nos réponses aux questions avaient totalement changé en 9 mois, qu'on ne racontait plus du tout la même chose, on n'avait plus du tout la même vision, on n'avait pas du tout les mêmes insights marché, etc. Et on est pris à YC le jeudi de la semaine qui suit et lundi d'après, ça commence, tu vois. Donc on a annulé tous nos plans de l'été et on s'est dit ok, en fait on a des trucs à faire cet été, tu vois. Et donc là tu l'as fait en remote ou tu l'as fait sur place C'était full remote aux US. Ok. Ouais, full remote, t'étais en pleine période de Covid. Et après coup, cette phase d'incubation, elle a été utile pour toi? Ouais, je le referai 15 fois. En vrai, encore une fois, tu vois, nous on était un peu biaisés de notre côté un peu consumer où nous on calculait notre réussite entre guillemets au nombre d'utilisateurs qu'on avait sur la plateforme, parce que du coup pour nous product-led growth, ça veut dire que plus j'ai d'utilisateurs, plus j'ai d'usage, plus mon produit est en bonne santé. Et en fait, tout de suite, ils nous ont remis dans un autre contexte de non, là, ce qu'on va calculer à la fin de chaque semaine, c'est combien de MRR vous faites rentrer en plus. Et il y a que votre partie payante qui est importante pour vraiment nous mettre dans un prisme où c'était croissance, tu vois. Mais croissance, et ça, on l'avait pas, tu vois. Financière avec du. Ouais, ça, nous, on n'avait pas du tout ce focus parce que nous, on était encore. Globalement, on venait d'être financé. Nous, on voulait vraiment être sûr que notre produit ce soit le meilleur sur la value propre qu'on proposait.
et c'est pas que c'est secondaire, mais en tout cas, c'était pas notre priorité à 100%. On voulait délivrer une expérience pour les utilisateurs qui soit au top. Et on savait que derrière, si Ça on arrivait à suivrait. délivrer Ouais. ça, ça suivrait. Tu vois. Ouais. Et c'est marrant parce que sur la partie investissement, tu le dis presque, enfin c'est comme ça que tu le dis aussi, hein, mais c'est presque un investisseur. T'as rencontré des investisseurs qui sont rentrés un peu par hasard. T'en avais pas forcément le besoin. Après coup, là, après ces quelques mois, c'est une expérience aussi que tu referais d'aller chercher des invests, sachant qu'il y a toujours ce fameux débat de répondre, de te faire financer ou pas, ou d'être autofinancé, parce que finalement tu partages, tu te dilues. T'en avais pas forcément besoin au moment où ils sont rentrés. Est-ce qu'après coup tu t'es dit, mais en fait, bon, on aurait pu faire sans ces investisseurs-là? Généralement, en tout cas moi, les 2 fois où j'ai levé des fonds, les 2 fois on aurait pu faire sans. C'est juste en termes d'état d'esprit, je pense que tu fais pas les mêmes choses quand t'es bootstrappé et quand t'es financé. Et les deux ont des côtés positifs et les deux ont des côtés négatifs, tu vois. Mais clairement, le fait d'avoir été financé, je pense que ça nous a permis d'accélérer plus vite et de comprendre des choses plus rapidement dans un moment où on avait besoin parce que le marché un peu future of work, etc., c'est un truc qui bouge super vite et où tu as besoin d'avoir un maximum de vélocité. Après, il faut faire attention quand on lève des fonds de pas s'endormir, de pas devenir un peu des pachas, tu vois, de genre ouais, c'est bon, on a de l'argent et on devient beaucoup moins sharp, tu vois. Mais Mais c'est là aussi où YC a été utile, parce que finalement, il te rappelle que, c'est ok, ça. t'es financé, mais t'es là pour faire du cash, quoi. C'est un invest, c'est pas... Et c'est ça, et puis c'est surtout que tu vois, YC, tu vois, nous, encore une fois, on n'y connaît rien au B2B, mais il t'explique, oui, oui, c'est bien, vous avez été pris à YC, mais en vrai, il y a quand même X boîtes sur 10, genre 80% des boîtes qui meurent, tu vois. Donc, enfin, vous avez toujours pas trouvé votre PMF, personne n'a trouvé son PMF ici, sinon il serait pas en train de faire YC, et globalement, faut y aller, quoi. Et quand on t'entend, on a l'impression que les choses sont quand même assez simples. L'entrepreneuriat n'a pas l'air... Tu nous mets peut-être la face, le beau côté des choses, et on n'a pas encore mis le doigt sur tout ce qui est relou au quotidien et tout ce qui est un peu galère, voilà, et forcément tout se passe pas comme tu veux. Mais quel retour t'as sur ces expériences et sur finalement l'entrepreneuriat que tu vis toi en 2020-2021, dans une période où il y a quand même pas mal de cash qui traînent pour tous les projets un peu SaaS qui sont à peu près bien vendus. Ce qui t'arrive peut arriver à n'importe qui, ou tu penses qu'il y a quand même des éléments qui font que non, c'est quand même pas donné à tout le monde d'entreprendre en 2020-2021 dans la tech? Wow. Si, je crois que c'est donné à tout le monde, parce qu'aujourd'hui, on a plus de ressources qu'on n'en a jamais eu, et c'est pas que des ressources en termes d'argent. Il y a, il y a de la doc, il y a des communautés, que ce soit le dernier programme que Station F a sorti, ou alors on a YC qui a Startup School, qui est un programme gratuit qui te permet de comprendre un peu les rouages de l'entrepreneuriat, des mondes de la startup, etc. Donc, je pense que c'est accessible à tout le monde. En tout cas, il y a jamais eu autant de possibilités sans être financé, d'entreprendre. Après, il y a beaucoup de gens qui vont te dire oui, mais il faut avoir l'idée, etc. Alors, bof. Globalement, faut trouver ce dont les gens ont besoin, mais du coup, faut être à l'écoute, faut être attentif. Faut pas juste avoir une idée de génie, tu vois, faut itérer, etc. Donc, je dirais que oui, c'est plus facile, je pense, aujourd'hui qu'il y a 5, 10, 15, 20 ans. Oui, c'est beaucoup plus accessible à des personnes qui se seraient pas vues entrepreneurs. Même moi, personnellement, genre, je suis un peu tombé dedans et je pense pas, enfin, je l'ai pas cherché, tu vois, t'as des personnes qui font des masters spécialisés en entrepreneuriat, t'as des personnes qui cherchent à créer des boîtes et qui vont chercher des financements non dilutifs dans le public, etc., qui ont vraiment la dalle et tout. Moi, j'ai pas été dans ce cas-là. Je pense que en partie, j'ai eu de la chance, tu vois, j'ai rencontré les bonnes personnes aussi. Je pense que l'entourage, c'est trop important. Nous, on a eu beaucoup, beaucoup de chance avec Arthur quand on s'est lancé pour Café. C'est qu'on a rencontré des entrepreneurs qui est super bienveillant. Certains ont fini par être angels, certains non, juste par pur partage, tu vois, et envie d'aider l'autre, et qui nous ont fait gagner beaucoup de temps, éviter pas mal d'erreurs, je pense aussi. Je pense particulièrement à Mehdi de chez Cycle, qui nous a vraiment pas mal coaché dans nos premiers mois et qui clairement nous a fait gagner pas mal de confiance en soi, je pense aussi. Ok. Et t'avais pas de réseau particulièrement développé dans cet univers-là. Avec un peu de recul, qu'est-ce que tu conseillerais à ceux qui veulent développer leur réseau? Dans ce secteur-là, c'est-à-dire dans le B2B ou Dans le monde des VC, invests, exactement, dans le monde des VC. Enfin, qu'est-ce qui a fait que toi, t'as réussi à les rencontrer, tous ces gens-là?
c'est un peu bâtard, je pense. C'est que en fait dans ce monde-là tu peux rencontrer beaucoup de monde très vite et entre guillemets les bonnes personnes dès que tu as sous le pied quelque chose qui peut intéresser les autres. Donc, tu vois, nous avec Askip on avait un truc que les gens comprenaient pas vraiment, on avait des chiffres qui étaient très bons et donc du coup très vite ça t'ouvre des portes de rencontrer un tel, un tel, un tel. Donc j'ai pas vraiment de conseils. Je pense que en fait, être un expert sur son sujet et comprendre quelque chose que les autres ne comprennent pas, ça va forcément interroger. Ça va forcément créer des discussions ou des rencontres qui vont pouvoir permettre à la personne de se créer un réseau autour d'une expertise, tu vois. Je dirais pas que je suis expert ou quoi que ce soit, loin de là. Hein. Mais Mais en aux tout yeux cas, d'autres, tu comprends des éléments et tu as des codes qui sont pas forcément captés par d'autres. c'est ça. Et donc voilà, avec Askip, c'était la partie un peu créer une application pour Gen Z ou alors pour là café, c'est essayer de comprendre c'est quoi le Future of Work. Alors en sachant très bien que le Future of Work ça veut tout et rien dire, tu vois. Mais du coup, ça Mais te permet de ça match le sujet du moment aussi. c'est ça, c'est un Et point ça... d'intérêt qui donne envie aux autres personnes de s'intéresser à ce que tu es en train de faire. Et après, c'est à toi de leverage ce truc-là en communiquant, je sais pas, il y a des personnes qui font des newsletters, t'as des personnes qui font des posts LinkedIn, t'as des personnes qui font des sites web ou je ne sais quoi, des Substack, enfin bon, il y a un milliard de choses qui est possible, tu vois. Nous, on a décidé avec Arthur de plutôt communiquer sur LinkedIn, par exemple, sur ce qu'on faisait sur les décisions qu'on prenait, sur les features qu'on sortait, sur pourquoi notre vision c'est X et c'est pas Y, enfin d'être plutôt ouvert là-dessus parce que no bullshit, tu vois, genre on n'a rien à cacher, globalement on n'a pas peur d'être copié ou de d'avoir des personnes qui ont des informations sur la prochaine feature qu'on va sortir, enfin on s'en fout, tu vois. Ouais, je comprends. Mais ça, c'est un peu la génération, enfin, le thème actuel, transparence. On est sûr, on peut se faire copier, mais on a notre vision, on avance, et c'est vrai que ça amène un réseau et il y a un truc qui a sûrement aussi catché l'attention, c'est l'esthétique de ta marque. Moi, j'ai suivi Café depuis le début. Je crois dès le départ, je trouve qu'il y avait une patte, un design qui catchait. Et ça m'intéresse que tu nous racontes un peu, parce que t'as quand même une belle marque. Pour ceux qui connaissent pas, allez voir le site, vous allez voir un peu la belle landing qui apparaîtra. Tu peux nous donner un peu quelques retours d'expérience et tips sur la construction du design de Café peut-être que je me trompe, tu vois, mais je pense qu'il contribue beaucoup à l'adoption ou à l'affect que tes utilisateurs aussi peuvent avoir vis-à-vis de cette marque-là. Je sais pas si tu valides en tout cas ce que je te dis ou pas, et comment est-ce que vous y êtes pris pour créer cette marque? Je suis en partie d'accord avec toi, après je sais pas le quantifier, à Ouais. quel point est-ce que ça aide ou pas. Nous, en fait, on a assez peu investi au tout début dans la brand parce que, donc, avant de s'appeler Café, on s'appelait Around et c'était moi qui étais designer et je faisais des trucs vraiment à la va-vite, un peu crado et on peut retrouver encore sur LinkedIn d'anciennes directions artistiques de ma part. Et en fait, notre deuxième recrutement, c'était Flora, qui est notre product designer et où sa toute première mission, c'était OK. On va changer de nom, on va s'appeler Café. T'as globalement carte blanche pour faire la marque que tu veux. Donc Flora qui est, selon moi, quand même l'une des meilleures brand designers que j'ai jamais rencontrées, tu vois. Donc c'est sûr que ça joue d'avoir quelqu'un dont c'est un peu c'est son dada, tu vois. Elle kiffe ça, elle est forte. Et nous, on lui a juste donné genre quelques petites infos de ce qu'on aimerait bien, de ce qu'on veut que ça représente, de ce qu'on veut que les gens ressentent. Et on lui a dit, tiens, c'est ton truc. En 3 jours, elle nous a pondu le logo, qui est toujours le même aujourd'hui, hein, qui n'a pas bougé. Et après, elle nous a fait la DA au fil de l'eau, sur lequel on a itéré. Et en fait, pour nous, c'est trop important parce que, encore une fois, tu vois, c'est du B2C pour moi. C'est-à-dire que la marque qu'on est en train de construire, faut qu'elle soit forte parce qu'on s'adresse aux utilisateurs finaux et on veut pas être la énième plateforme B2B bleue, un peu froide, dont tu vas changer de boîte, tu vas l'oublier, tu vois, ce truc-là. C'est genre l'outil RH que j'ai utilisé une fois dans ma vie. Non, on veut que tu emportes Café avec toi dans ta nouvelle aventure et que tu te sentes bien, que tu te sentes, que ce soit un endroit chaleureux, accueillant. D'ailleurs, pour les personnes qui le verront peut-être au deuxième coup, donc notre logo c'est une cup de café qui représente aussi une maison, qui représente un visage, et tous ces trucs-là, tu vois, on l'a vu et on voulait absolument que ce soit ça, tu vois, que ce soit accueillant, que ce soit chaleureux,
et que les personnes elles aient envie d'y venir. Et d'ailleurs, on s'appelle café parce que c'est une boisson en France, mais aux États-Unis ou en Angleterre, le mot café, c'est un lieu, tu vois. C'est un lieu où tu peux aller avec tes collègues, tu peux aller boire un café et te détendre et parler de tout et de rien, ou alors tu peux aller faire un meeting avec plusieurs personnes. Donc c'était vraiment le but, c'était que tout ça, ça ait du sens dès le début et qu'on ait un peu une ligne, qu'on ait une trajectoire pour raconter cette histoire-là qu'on est en train de construire, tu vois. Ouais, mais quand je t'entends, je dirais la même chose d'Equiden. Je pense que tous les entrepreneurs diraient la même chose. Qu'est-ce qui fait que ça a fonctionné selon toi? Donc il y a Flora côté design. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui font que cette marque, comment dire, capte ses utilisateurs et a l'attraction qu'on d'autres éléments côté branding ou côté ou peut-être que c'est les features et c'est la manière, c'est le UX derrière qui prend le relais, quoi, tout simplement. Ah, je pense que enfin, c'est un peu de tout. Je pense que en termes de design, c'est sûr que ça a joué et que euh, on n'aurait pas eu certainement le même attrait, peut-être pas le même succès avec une marque qui est un peu moins léchée. Mais je pense que c'est un tout. C'est beaucoup la marque. C'est aussi le positionnement. Tu vois, c'est le fait de dire voilà, dans notre positionnement quand on parle avec nos utilisateurs ou quand on s'exprime, enfin, vraiment, no bullshit, tu vois, on va directement à l'essentiel, on parle directement de la valeur qu'on apporte et à l'inverse, tu vois, c'est des trucs un peu bêtes, mais ça nous est arrivé plusieurs fois de faire des posts où on va un peu caricaturer le management pré-Covid ou alors les boîtes qui forcent les personnes à revenir au bureau alors que nous, c'est quelque chose qu'on déplore totalement, tu vois. On pense vraiment que le monde de demain, il est focalisé autour de trois grandes choses. Le premier, c'est les relations humaines et le fait de pouvoir se connecter avec des personnes. La deuxième, c'est le fait de pouvoir promouvoir la flexibilité et d'avoir, en fait, le choix, tu vois. La troisième partie, c'est de pouvoir reprendre le contrôle sur sa vie professionnelle et de pouvoir avoir cet équilibre entre vie pro et vie perso de si j'ai le choix de savoir quel jour je vais venir au bureau, je vais pouvoir faire plus de choses dans ma vie perso et vice versa. Ok. Et là, tu matches tous ces éléments. Et dans cette comment dire, dans cette adoption, il y a un élément dont on n'a pas mentionné, dont on n'a pas parlé et qu'on n'a pas mentionné, pardon, c'est le côté Ouais. communauté. Et là, je trouve que vous êtes aussi assez fort. Et finalement, ça fait partie du mindset product que j'aimerais bien aussi que tu nous définisses. Mais cette communauté, elle porte ta marque, elle porte ton product. Euh, à quel moment est-ce que dès le départ, tu t'es rendu compte que la communauté allait être un élément différenciant pour vous et un élément d'apprentissage énorme? Et comment t'as fait pour la générer, cette communauté, et qu'est-ce que tu fais pour l'animer? Euh, Nous, dès les premiers jours, encore une fois, c'est la partie un peu product manager et en même temps B2C. C'est voilà, on sait qu'il faut parler avec les utilisateurs pour construire quelque chose qui a du sens, tu vois. Donc, dès la bêta, en fait, on avait des channels partagés avec tous nos utilisateurs. Donc, on avait des channels Slack avec lesquels on parlait avec certaines boîtes, on leur parlait tous les jours, d'autres on leur parlait juste une fois par semaine pour leur donner un peu les nouveautés quand on avait des nouvelles features. Et donc, je dirais pas que c'est une communauté, tu vois, ça c'est plus le côté recherche utilisateur, créer un peu un lien de proximité. Tu vois, et je pense que tu as ce truc-là. Tous les utilisateurs de café depuis les premiers jours, ils savent que voilà, on va être réactif, on va répondre à n'importe quel chat en moins de 24 heures. Tu nous envoies un mail ou un chat ou un message sur Slack, on va te répondre, tu vois. Donc c'est le côté peut-être accessible dans l'offre. Et donc ça, c'est plus la partie user. Après, vraiment, pour la partie communauté, pour nous c'est vraiment un autre pan. C'est comment est-ce qu'on va pouvoir rassembler des personnes qui ont des choses en commun. Donc, par exemple, donc nous, tu vois, ça s'appelle Workplace Café. C'est toutes les personnes qui sont intéressées par donc à la fois la culture en entreprise, comment on adapte la workplace au monde hybride et donc comment est-ce que au lieu de juste se dire on va optimiser les mètres carrés pour gagner de l'argent, on se dit comment est-ce qu'on va genre réaménager les bureaux pour en faire des lieux de vie accueillants et pour justement avoir une nouvelle dynamique de collaboration. Et donc c'est plus des personnes qu'on a choisi un peu sur le tas et qui vont apporter de la valeur internationale à cette communauté qu'on a voulu penser justement depuis le premier jour sur quelque chose d'international parce qu'on s'est rendu compte en parlant aux gens que ils avaient souvent des communautés dans leur pays. Donc, on a des communautés françaises, des communautés anglaises, des communautés espagnoles, mais rarement, ils vont aller discuter avec des gens à l'international. Ou alors sur des sujets très larges, genre la RH, tu vois. Genre les people. Ok, bon.
Et donc l'idée, c'était plus de créer à côté de ça une communauté parce que dans notre approche, on fait du product-led growth et on fait du community-led growth pour parler de notre vision et de notre approche du modèle hybride dans un prisme qui est différent. Tu vois, on va hoster un peu ces discussions-là pour pouvoir être au cœur des discussions, prendre un peu le pouls et comprendre quelles sont les attentes et quels sont les besoins de ces personnalités. Et donc du coup, pour être un peu top of mind, dès que ces personnes-là ont des questions sur le modèle hybride, etc., qu'on puisse être les premiers interlocuteurs, quoi. Ok. Et et ça prend quoi comme forme? C'est dans les Slack? Vous avez aussi des events ou des connexions régulières Ouais, avec ces ça gens-là, les prend contacts? forme de chat, ça prend forme de webinar, ça prend forme de drinks dans la vraie vie aussi, d'aller boire des verres et d'organiser. Alors, c'est un peu plus compliqué avec le Covid, mais c'est vraiment comment est-ce que tu peux créer en fait une relation de confiance et de partage. Donc nous vraiment c'est ça hein, l'idée. On n'est pas là que pour vendre, on est là pour comprendre, pour partager et pour essayer de tout simplement se mettre à la place des autres. Euh, donc ouais, ça peut prendre beaucoup de formes différentes. Et c'est pas fini, il y a encore plein de choses à faire. Je vous prends 10 secondes pour vous dire que ce podcast vous est proposé par Equiden. Equiden, c'est la start-up qui vous accompagne dans vos projets tech, product, data et engineering et qui repense l'approche des ESN traditionnels. En 2 ans, cette société de conseil compte plus de 130 personnes et s'est déployée dans 6 pays. Pour en savoir plus et pour participer à l'aventure, suivez-nous sur LinkedIn ou sur equiden.com, E-2-K-I-D-E-N. Bonne écoute! Et à la génération à laquelle tu t'adresses, tu parlais tout à l'heure de Gen Z, cette génération Z, on a un petit décalage de génération entre toi et moi. Moi, j'ai 39 ans. Toi, t'as quel âge? J'ai 28 ans, moi. 28 ans. Donc, il y a 10 ans d'écart. Mais les codes changent un peu et j'aimerais bien que tu me dises un peu, aujourd'hui, Café s'adresse pas du tout à la génération Z, mais je pense que à cette nouvelle génération qui arrive sur le marché de l'emploi et qui a peut-être, comme tu disais tout à l'heure, un mindset un peu différent et une attente et un équilibre entre vie pro et vie perso différente. Si on se met sur le plan du product, de la communication, de l'univers tech, est-ce qu'il y a des éléments qui sont pour toi des marqueurs quand on s'adresse à la nouvelle génération, cette génération Z? Voilà, des recos, des marqueurs en termes d'approche? Je sais pas, encore une fois, hein, je prendrais beaucoup de pincettes en m'écoutant. Je pense que cette nouvelle génération est à la recherche d'authenticité, de pas être bercé dans des espèces de promesses jamais tenues ou de sujets faussement importants qu'on a l'impression de prioriser à certains moments, que ce soit pendant l'onboarding d'un nouvel collaborateur ou pendant le meeting annuel où on parle avec l'ensemble des équipes de l'entreprise. Je pense que la nouvelle génération elle est vraiment avide de un peu ce côté action-réaction, genre on me parle d'un truc et j'ai envie de le voir et si je le vois pas c'est que c'est fake, tu vois. Et d'être vraiment plus dans ce côté proactif de ok, on a parlé de ça la semaine dernière, c'est toujours pas le cas, comment est-ce qu'on peut faire vite pour le mettre en place et d'avoir vraiment l'impression d'être à la fois écouté et juste pas basé oui on verra ça plus tard, tu vois. Parce que et je pense que beaucoup d'entreprises l'ont appris et vont l'apprendre à leur dépense si c'est pas encore le cas. Aujourd'hui, il est plus question de faire des concessions en restant dans la même entreprise si jamais elle convient pas à 80% des critères, alors que c'était plus le cas dans les générations précédentes par peur de pas retrouver quelque chose, etc. Je pense que après c'est peut-être lié au fait aussi à moi ma vision du monde des startups où je sais que il est plus facile peut-être de trouver du travail ou plus facilement ou en tout cas ça va plus vite. Tu vois, tu as toute cette partie-là, même là aux US, avec le Covid, il y a The Great Rehiring ou the Great Resignation, où en fait on explique que globalement, il y a plein de gens il va y avoir une vague de démissions et de re-recrutement parce que les gens en ont marre de là où ils sont, parce que ça fait 2 ans qu'ils sont bloqués là-bas avec le Covid et qu'ils peuvent pas changer de job parce qu'ils savent que c'est pas stable. Et en même temps, tu as toute cette population-là qui a jamais été en entreprise de leur vie, qui ont été du coup diplômés et qui ont pas les mêmes attentes parce que quand tu étais en work from home pendant 1 an ou 1 an et demi, tu as une attente plus particulière du bureau. Alors oui, tu vas moins qu'avant, mais tu as plus d'attentes. Et donc je pense que cette nouvelle génération, elle est plus. Il y a certainement des gens qui vont le caricaturer en disant qu'elle est plus picky, tu vois. Mais je pense que à raison, il faut l'être. Il faut pas accepter quoi que ce soit qui nous paraît pas, en tout cas, normal ou qu'on peut améliorer et qu'on veut juste pas le faire, tu vois.
Ok. Et si on se place sur la partie product, en termes de design, en termes de communication, est-ce qu'il y a des marqueurs pour s'adresser à cette génération et pour des usages des personnes plus jeunes peut-être? Bah, je pense que surtout en B2B, il y a un peu cette folle manie de vouloir recréer des expériences UX pour dire qu'on innove, alors qu'il n'y a pas à recréer quelque chose qui existe déjà, selon moi. Aujourd'hui, la nouvelle génération, et même d'ailleurs pas la nouvelle, on utilise tous des outils quotidiennement qui sont très bien faits. Ça peut aller de WhatsApp à Netflix, à n'importe quel autre outil. Et globalement, il faut, je pense, s'inspirer au maximum de ces interfaces-là pour qu'elles aient du sens aussi dans le monde professionnel. J'ai pas envie de devoir réapprendre à utiliser mon téléphone quand c'est une app pro. Et d'ailleurs, ça veut dire quoi une app pro? Est-ce que vraiment on arrive dans un monde où bah, cette frontière-là, en fait, elle est tellement mince que globalement, ça se trouve, je vais utiliser une app comme Slack ou alors une app, je sais pas, comme mon Google Calendar, comme je vais utiliser WhatsApp, tu vois, ou je vais utiliser Café, comme demain, je vais peut-être aller utiliser n'importe quelle autre application comme un Foursquare qui était purement B2C, tu vois. Clairement. Et la différence est de plus en plus floue. Ok. Eh ben, écoute, c'est capté. Merci pour l'insight. On parlait de l'équipe tout à l'heure. L'équipe de Café, c'est combien de personnes aujourd'hui? Aujourd'hui, on est 6. Vous vous y êtes pris comment pour choisir? Tu parlais de Flora, la deuxième, c'est-à-dire qu'il y a eu un premier recruté. Comment tu as structuré cette équipe-là? Alors, ça a été fait assez naturellement, j'ai envie de dire. On a recruté Tony, qui est notre data scientist, par grosse affinité sur le projet, sur ce qu'on était en train de monter et sur la vision. Et c'était un excellent timing. Et surtout, voilà, nous, on sait que on est un peu assis sur une espèce d'énorme pile de données qu'on veut amener, enfin qu'on veut rendre vivant. Tu vois, on veut pouvoir faire de la recommandation qui ait du sens et qui avoir vraiment une couche intelligente pour apporter justement ce petit plus qui fait toute la différence. Donc, on a recruté Tony et Flora dès Q2 2021, qu'on était 4. Après, on a recruté Daniel, donc qui est à New York, qui est notre growth and marketing et qui est en charge de toute la partie communauté, contenu et globalement marketing. Et plus récemment, fin d'année 2021, on a recruté un user researcher, Cédric, qui nous a rejoint justement pour continuer de compiler et de comprendre tous les besoins de nos utilisateurs, essayer de parler avec aussi des potentiels clients pour essayer de comprendre quelles étaient leurs attentes, quelles étaient leurs pains, comment est-ce qu'on pouvait prioriser notre roadmap pour adresser ces problématiques-là. Donc en soi, une équipe très produit, mais sans product manager et sans UX designer, parce que c'est le sujet de tout le monde globalement. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on est constitué. Bon, et cette équipe-là aujourd'hui, vous vous organisez comment? Vous vous voyez à quelle fréquence et vous êtes pas dans les mêmes zones, enfin pas tous en tout cas. Ouais, on se voit pour l'équipe de Paris une fois par semaine. Un jour où on se voit chez Arthur parce qu'on n'a pas encore de bureau et où on se met d'accord sur le jour en fonction de café, donc en fonction des disponibilités de chacun. Donc on met tout ça. L'idée c'est que on va se rencontrer une fois par semaine purement pour faire des workshops ou alors des activités ensemble. C'est vraiment la journée créative, brainstorming, où on va redéfinir les priorités. Donc on fait, on va dire, donc 20% de la semaine, elle est en physique, 80% en remote, et 20% de la semaine, donc le jour où on se voit, c'est purement créatif, et 80% de la semaine, c'est purement production. Donc c'est ça aujourd'hui notre modèle. Et donc globalement, donc Daniel passe nous voir tous les 2-3 mois, où on fait 1 à 2 semaines du coup où toute la team est là, et où là on va vraiment augmenter le nombre de rencontres. On va plutôt se voir 2-3 fois par semaine, et surtout on va venir célébrer. On va faire des activités où on va faire des petits déj. La semaine dernière, elle était là, on a fait la galette des rois, on est allé dans un karaoké, on a fait une activité un peu de cuisine tous ensemble, où on a pris un cours avec un chef. Enfin, l'idée, voilà, c'est de partager du temps ensemble et en fait d'appliquer vraiment notre vision, tu vois, derrière. Nous, on pense que le monde hybride, il doit être comme ça, donc on doit être les premiers à l'appliquer, quoi. Ok. Et en tant que CEO, il y a d'autres choses que tu as fait pour, je sais pas, en termes d'approche managériale, des décisions, des éléments qui sont que tu voulais absolument mettre dans ta boîte parce que c'était la tienne et que tu voyais les choses comme ça en dehors de ce que tu viens déjà de citer. Ouais, déjà être CEO, c'est pas être vraiment manager, je pense. En tout cas, moi, je le vois pas comme ça. Aujourd'hui, c'est assez flexible, hein. En vrai,
il y a un meeting mensuel avec individuel avec chaque personne de la team juste pour prendre le pouls, savoir si la personne se sent bien, qui est vraiment un meeting personnel pour savoir comment est-ce qu'on pourrait améliorer certaines choses. Peut-être que la personne, elle a pas l'impression d'être sur des tâches qui lui correspondent ou peut-être qu'elle a des problèmes personnels qu'elle peut aborder. Donc voilà, globalement, c'est ce que je fais le plus en termes de management. Le reste, ça va au fil de l'eau en termes de priorité. C'est des décisions de groupe, on est tous ensemble, on est très alignés. On est un petit groupe, tu vois, on veut pas être une team de 20, 30, 40 personnes. Nous, ça nous intéresse pas, on veut être super sharp. Et d'ailleurs, globalement, je recrute pas quelqu'un pour lui dire quoi faire, tu vois. Je fais confiance sur l'expertise et sur le talent des personnes qu'on a recrutées dans notre équipe pour que eux nous aident à faire avancer toute cette aventure. Donc ouais, voilà, en termes de management, c'est assez light, je pense, mais ça marche bien. Donc on continue comme ça. Pourvu que ça dure. En parlant de choses qui marchent bien, je sais pas comment ça s'est passé au niveau de la tech. Est-ce que tout a tout le temps fonctionné aussi bien que tu le voulais? Tu peux nous dresser un peu les grandes lignes depuis l'époque MVP jusqu'à la solution que tu as aujourd'hui? Quels ont été peut-être les grands choix, les grandes galères? Faudra inviter mon frère pour faire un épisode. C'est clair. Non, il y a moyen d'en faire globalement, un épisode entier, ouais. On est full AWS, donc tous les services AWS qu'on peut utiliser, on les utilise. On va utiliser par exemple, donc mon frère il a mis toute l'archi en serverless. On utilise Cognito. Enfin vraiment tout ce qui est possible pour faire de l'optimisation, on va le prendre. Et derrière nous, ça tourne en React Native. Ok. Pourquoi ce choix à l'AWS? T'as participé à ça? C'était évident ou c'était... Parce que mon frère est quintuplement certifié AWS, que c'est un monstre et que globalement, c'est ça ou rien. Il n'y a pas eu de discussion. Il n'y a pas eu de grosse discussion. Et aujourd'hui, il est autonome sur la partie tech, donc si je comprends bien, en fait. Ouais. Toi, tu codes plus. Non, moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté de coder. Est-ce qu'il y a des bonnes idées que vous avez eues sur le plan tech ou peut-être des mauvaises que vous auriez aimé ne pas avoir? Franchement, ça va. Je crois pas qu'on a fait de grosses erreurs. Bon. Non, après, on aurait certainement pu améliorer, mais je pense qu'on a gagné beaucoup de temps, justement. Enfin, le fait d'avoir Arthur, ça nous a fait gagner beaucoup de temps sur toutes ces briques, tu vois, genre toute la partie authentification. Là, dernièrement, on a mis en place cet été la partie single sign-on, SCIM. Ça, c'est des trucs qui mettent beaucoup de temps et je pense que Arthur, il nous a fait vraiment gagner beaucoup de temps, mais c'est pas vraiment un framework à mettre en place ou quoi que ce soit, donc je pourrais pas trop donner de conseils. Bon. Eh ben, écoute, non, très bien. En tout cas, vous avez choisi une approche cohérente d'un point de vue tech et avec un écosystème qui est basé sur la même techno qui doit simplifier les choses. L'équipe est pas très grande. Ça doit simplifier aussi un certain nombre de choses en termes de capacité de décision et d'exécution, certainement. Vous avez un rythme je sais pas si c'est aussi structuré ça, mais de sortir une feature toutes les semaines. Une feature par semaine. D'accord. Ouais, une feature par semaine. Ok, donc ça c'est quand même acté de ce côté-là. Bien, et ben écoute, dernière question que j'avais pour toi, c'est si la fin du Covid, si tant est qu'elle soit bien là, est-ce que ça c'est vu comme un risque pour toi ou pas? Ah non, c'est plutôt bon même, parce qu'en fait le Covid nous a permis d'accélérer peut-être une décennie en termes de politique du travail et du modèle hybride, etc. Et d'adoption et d'usage ouais, je comprends. C'est ça, mais je pense qu'il y a quand même toujours un peu ce côté, je suis un employeur, je vais pas demander aux gens de revenir parce que c'est pas safe. Alors que quand ça sera totalement safe, ce qu'on va voir, je pense, c'est que toutes ces bonnes pratiques vont un peu, du coup, être plus ancrées et ça va plus être une mode et les gens, ils pourront plus juste dire oui, mais c'est parce qu'il y a le Covid. Et du coup, il y aura vraiment ce truc-là qui va rentrer en dur dans les cultures de boîte et où ça deviendra quelque chose de normal, tu vois. Et ça va nous permettre, nous, derrière, de pouvoir encore plus exposer notre vision sur qu'est-ce que doit être le modèle hybride. Il y en a pas qu'une seule version d'ailleurs, hein, mais en tout cas, de donner un peu les bonnes pratiques selon nous et selon ce qu'on a vu sur le marché. Donc non, clairement, fin du Covid, ce sera pas la fin de café. Non. Et ce qui va être marrant, c'est ce que tu dis, mais c'est le côté, il y a pas mal je pense, de boîtes qui ont le sentiment que ce côté hybride est dû au Covid
et qui vont se rendre compte que quand le Covid sera parti, que en fait non, c'est la génération, c'est culturel maintenant, Ouais. c'est acté dans les gens et on va galérer à ramener 100% du temps au bureau, ça sera plus ça. Maintenant, il faut qu'on ait un modèle hybride et ce modèle hybride va rester en espérant que le Covid, lui, il nous laisse un peu de côté, quoi. Muy bien. Merci Tom, en tout cas pour toutes ces infos et ce retour d'expérience. Quelques questions un peu plus rapides pour toi. Avant de nous quitter, ça m'intéresse de savoir ce qui t'a donné le plus de fil à retordre jusqu'ici depuis le lancement de Café. Faut aller vite là en plus. Non, t'es pas obligé de choisir un mot, mais un thème, un sujet. Je crois que c'est l'éducation du marché. Expliquer aux gens qu'ils n'ont pas besoin d'un logiciel pour réserver un bureau, mais qu'ils ont besoin d'autre chose. Donc je pense que c'est même pas la partie vente, à proprement parler, tu vois. C'est vraiment la partie être à l'écoute de l'autre pour comprendre qu'en fait, ce qu'il est en train de rechercher, c'est pas réellement ce dont il a besoin. Et donc d'expliquer ça à quelqu'un, c'est extrêmement compliqué. Et moi, j'étais pas prêt à faire ça, tu vois, vraiment. Mais non, à côté de ça, pas de gros pain points. Bon, je vois ça. Au niveau de justement des outils que j'aime bien moi utiliser au quotidien et comprendre un peu l'organisation, t'es pas un mec qui dégage une impression de justement d'être sous l'eau. Je trouve que t'es hyper zen, hyper clair dans tout ce que tu peux faire et de ce que tu peux raconter. Est-ce qu'il y a des outils au quotidien qui t'aident à garder un peu le focus sur tes prios? Parce que des sujets il y en a un certain nombre sur le plan perso, sur le plan pro, avec tes invests, avec tes équipes maintenant. Voilà, comment tu t'organises dans toutes ces prios que tu as au quotidien? Je suis le pire. Je suis le pire en termes d'outils. Notion, Google Calendar, Slack. Je suis vraiment le pire parce que j'utilise que ça. J'ai pas eu de gros coups de cœur avec des outils de productivité, de machin, etc. Je peux certainement gagner beaucoup de temps, peut-être, mais jusqu'ici, en vrai, moi, ça marche. Donc non, j'essaie de tout concentrer sur pas plus de genre 5 outils parce que sinon, genre, je m'y retrouve pas, tu vois. C'est déjà une bonne approche. Maintenant, Notion, c'est quand même assez illimité et ça devient de plus en plus, avec un potentiel de plus en plus grand. Mais ok, c'est ton trio gagnant. Très clair. Est-ce qu'il y a des boîtes qui t'impressionnent dans l'univers product, soit sur, je sais pas, j'ai envie de dire France, Europe, US, mais voilà, les boîtes qui t'impressionnent en termes d'exécution, en termes de maturité dans leur approche product? C'est très design, mais Figma et Pitch, je les trouve très très bons à des niveaux différents, tu vois. Figma pour la partie vraiment community, led growth, sur le fait qu'ils ont réussi. Enfin, moi je trouve qu'on en parlera jamais assez, mais moi j'ai l'impression qu'ils sont arrivés du jour au lendemain et que tout le monde était sur Sketch et que du jour au lendemain, genre Sketch est tombé genre vraiment dans les tréfonds, tu vois. Et Pitch juste parce que je trouve que tu vois ils sont venus dépoussiérer un truc qui vraiment il était temps de le dépoussiérer, tu vois, qui est le PowerPoint. Donc c'est des outils très très design forcément, mais moi non, c'est des choses que j'admire beaucoup parce que c'est ces outils-là où tu te poses la question comment est-ce qu'on faisait avant, tu vois. Ok, bien, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné dans ta carrière jusqu'ici qui s'est avéré utile? Ouais, et je le redonne à chaque fois que je peux. Quiconque est en train, alors moi on me l'a donné en cas de levée de fonds et je trouve qu'il s'applique bien. C'est ta boîte, ta décision. Dans le sens où quand quelqu'un est en train d'aller chercher, enfin quand une team est en train d'aller chercher des fonds, etc., c'est très facile de se laisser un peu happer, surtout quand on est first time founder, par l'avis de un tel qui dit que un tel, mais il y a aussi machin qui que... Non, ça reste ta boîte, c'est toi qui as les rênes, avec tes associés, enfin c'est vous, et c'est trop facile de se dissiper. Donc moi c'est vraiment le conseil qu'on m'a donné et je pense que c'est extrêmement important justement de toujours le garder en tête, quoi. Ok, écoute, je prends le point, intéressant. Quelles sont tes sources d'apprentissage aujourd'hui, toi? Comment tu maintiens ta culture product, ta culture tech, peut-être même ta culture managériale? Tu consultes quoi comme outil, peut-être média? Je vais être aussi simple. Non, j'ai des communautés Slack qui me permettent de garder un peu le cap. Je passe pas mal de temps sur LinkedIn aussi et je suis abonné à des personnes un peu de mon industrie pour essayer de comprendre un peu. Et vraiment, mais ça c'est vraiment quand j'ai un peu de temps, je regarde un peu ce qui se fait sur Product Hunt. C'est toujours cool aussi quand même de voir un peu
c'est assez illimité l'imagination des gens, même des fois sur des produits un peu stand-alone, des gens tout seuls, ils ont sorti un produit et ils te le lancent et genre en fait ça répond à un vrai pain, donc c'est trop cool, tu vois. T'as pas des 20 personnes, 20 ingés qui sont en train de bosser dessus, juste des fois une personne ça peut faire des grandes choses, donc c'est toujours assez inspirant. Bon, et toi, tu arrives à te canaliser sur un seul product aujourd'hui quand on voit la peut-être facilité avec laquelle tu t'es lancé. Est-ce que tu fourmilles d'idées et tu te lancerais bien sur d'autres sujets? Non, pour l'instant ça va. Pour l'instant j'ai assez de quoi faire. Bon, t'as ton sujet. Et est-ce qu'il y a une app dans ton téléphone en dehors de café que tu recommanderais à tout le monde d'avoir? Pas particulièrement. Je suis pas là comme ça, il y a rien qui me vient en Il n'y en a tête. pas une qui te fascine plus qu'une autre ou dont tu trouves l'expérience plus... Ouais, en vrai de vrai, genre là j'ai regardé les dernières apps que j'ai utilisées. En vrai de vrai, Citymapper ils sont très forts. Moi j'aime beaucoup, hein. Ça m'aide beaucoup pour savoir quel train prendre, à quel endroit sur le train, à quelle heure je vais arriver. Enfin, non franchement. T'es pas le premier à me le dire, donc ça marche. Ouais. Petite question encore, et après j'arrête là. S'il y avait une personne j'allais dire dans ton entourage, mais pas du tout, dans tes connaissances qui mériterait d'être à ce micro et qui a un parcours un peu tech ou dans l'innovation qui sort un peu de l'ordinaire et qui peut être inspirant, tu me recommanderais qui? Pierre Touzeau de Clap. Je sais pas si tu l'as déjà eu ou pas. Non. Mais écoute, ravi de vous mettre en relation. Je pense que t'apprendrais beaucoup de choses. Et justement, c'est un peu Future of Work. Ils ont fait un produit du coup pour aider à tuer un peu les meetings. Donc c'est un outil de asynchronous communication. Et c'est canon. Nous on l'utilise et franchement c'est propre. Bon, bah canon. Et ben je note. Merci beaucoup Tom pour tous ces retours et ces conseils. À bientôt. Hâte de voir en tout cas ce que Café nous réserve pour les prochains mois. Et bravo Merci. pour les expériences jusqu'ici. Merci pour l'invite et à très bientôt. À Ciao. très bientôt. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, suivez-nous sur LinkedIn ou directement sur notre site togetherbytech.com. Prochain épisode dans quelques jours. D'ici là, portez-vous bien.